Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des AK de la marque G&G, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Chanov qui m'a prêté deux répliques de la marque G&G, la RK74 CQB et l'AK74T que j'ai là sur ma table. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas sur de la sortie de boîte. Aujourd'hui, je ne fais pas faire de l'unboxing. On est sur des répliques qui ont été déjà jouées, et notamment cette RK74 CQB, puisqu'elle a plus de 2 ans et une trentaine de parties à son actif. Ce qui sera intéressant puisque je vais pouvoir en fait vous faire un bilan après un stress test, puisqu'on appelle ça un petit peu comme ça, de 2 ans d'utilisation. Mais ça, je ferai ça à la fin de la revue pour vous garder en haleine. Alors, mon idée un peu aujourd'hui, c'est de comparer ces deux répliques, vous parler de la marque, de ce que moi j'ai pu découvrir, puisque c'était une marque que je connaissais très mal, donc j'ai passé du temps pour faire cette revue, du temps pour faire des tests, pour discuter avec des joueurs qui la possèdent, que ce soit Chanov, que ce soit Krampus, que ce soit Hieronyme. J'ai essayé aussi d'aller sur un certain nombre de forums pour échanger avec des gars qui en possédaient, pour essayer de faire quelque chose d'un peu synthétique. Alors, ces répliques me sont arrivées dans une boîte de chez G&G parfaitement calée, nickel. On est sur quelque chose de relativement soigné. À l'intérieur, on va avoir les répliques, un chargeur 115 billes et ses autocollants pour donner cet effet balle apparente sous un ABS légèrement fumé. Et on va immédiatement découvrir la première qui a, vous l'imaginez bien, ma préférence puisqu'elle est extrêmement courte et que je suis très attiré moi par les répliques extrêmement compactes, cette RK74 CQB. Quand on l'a en main, on est tout de suite frappé par le côté extrêmement fouillu, touffu d'un externe qui propose énormément de choses qu'on pourra détailler tout à l'heure. On sent que la réplique est légère, on présume qu'il y a beaucoup d'aluminium. Si elle était en acier, elle serait tout de suite beaucoup plus lourde. On a tout de suite la sensation, puisque j'ai l'habitude d'avoir des AK74 SU en acier en main à plus de 3 kg, on a tout de suite la sensation qu'on flirte avec les 2 kg 6, 7, je dirais en tout cas moins de 3 kg. Donc, pour l'instant, ça a une vraiment très belle allure. Sur la prise en main, on est sur de l'AK74 SU classique, avec un réglage avec sécurité qui va permettre de s'adapter aux différentes physionomies. Si je fais le détail de l'avant vers l'arrière, on va avoir un cache-flamme de type Krinkov, vous savez, qui a été de nouveau là reproduit par LCT. Moi, j'aime beaucoup ce type de cache-flamme. Je l'ai sur deux de mes répliques, sur ces deux répliques-là, sur les deux AK74 SU. Alors, c'est vrai que les cache-flammes en acier de type Krinkov ont tendance à alourdir la réplique vers l'avant, mais moi, j'adore le look du Krinkov. Donc, vraiment, rien à jeter de ce point de vue-là. On va avoir un upper qui va être full Picatinny. Là, de quoi poser un mini-dot si on souhaite. Regardez. Voilà. On va avoir sur le lower du Keymode 4 ouvertures Keymode de chaque côté, ici, et de l'autre côté. Et bien sûr, en dessous, de quoi mettre la petite poignée. On a un beau rail Picatinny qui est rallongé par rapport au upper et qui va aussi nous permettre de mettre un petit laser ou une petite lampe, ce genre de choses. Donc ça, c'est tout bon, tout bon, tout bon. On va ensuite arriver vers l'arrière de la réplique et les premières pièces en acier avec cette charnière du top cover et ce top cover en acier lui aussi. On remarque le levier d'armement ambidextre avec une poignée de chaque côté. Vous n'accéderez au hop-up que de ce côté-ci, bien sûr, comme sur une AK classique. Mais si vous êtes gaucher, et c'est toujours ce plaisir de pouvoir actionner les différentes modalités de votre réplique, vous pourrez actionner le levier de chaque côté puisqu'il est ambidextre. Ce soin d'ambidextrie, on le retrouve aussi au niveau du levier de dégagement ici. Regardez, du chargeur sur lequel on va avoir aussi voilà, une patte ambidextre. Ce levier ici d'armement, très sympa, en acier. Lui aussi, extrêmement résistant. On en parlera tout à l'heure de ce que j'en pense de ce levier d'armement ambidextre. On est sur un corps de type AK74 SU, mais qui ne possédera pas de rail latéral. Ici, pas de rail latéral, donc c'est bien le top cover full Picatinny qui va vous permettre de compenser et d'installer vos optiques préférées. Et nous avons un X47, un sélecteur de tir tactique,
qui se positionne de manière efficace, vous voyez. Sur Cima, j'ai tendance à descendre et à sauter l'écran. Sur LCT ou EL, j'ai tendance à pas réussir à l'actionner. Là, ici, on peut le faire vraiment de manière très propre. Donc, c'est bien réglé. La résistance du sélecteur de tir est bien réglée. Je trouve ça plutôt sympa. On va avoir un chargeur propriétaire. On en parlera aussi dans les bilans tout à l'heure. Un chargeur que moi je trouve plutôt sympa. On m'a dit qu'il était moche, que c'était pas ceci, que c'était pas cela. Bon, on a un effet transparent avec les balles au travers que je trouve plutôt bien. Il se clipse facilement. C'est extrêmement bien calé. Ça fait vraiment très sérieux. Vous voyez, ça ballotte pas du tout. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Par contre, j'ai eu un souci avec le chargeur et un souci qui est visiblement habituel, puisque Chanov me l'a confirmé. On en parlera aussi à la fin de la revue. On a une poignée tactique ici à l'arrière. Une poignée tactique qui permet d'engager 2 doigts, puis 1, et enfin de pouvoir se positionner au niveau du pontet. Je trouve qu'elle est quand même relativement anguleuse, malgré son aspect ergonomique. Moi, je la trouve pas très agréable en main. Là, on a une petite modification, vous voyez. Normalement, on a un anneau de sangle classique. Là, il l'a remplacé par une double attache QD. Donc, vous utilisez ce genre d'objet, voilà, et vous allez venir positionner de manière très simple. Voilà, un anneau de sangle à l'arrière, ce qui va vous permettre d'avoir ce dont je vous avais parlé la dernière fois, une accroche extrêmement haute avec une sangle 1 point, voilà ce que j'apprécie beaucoup. Et ce genre de position, notamment en CQB, alors la plupart des speedsofters n'auront même pas de sangle, puisque ça n'a aucune utilité, ils sont toujours quasiment épaulés. Mais ceux qui aiment un peu, voilà, être un peu geardos, vont utiliser des sangles 1 point pour avoir une sangle tactique bien haute, pour avoir un accès extrêmement facile. Et puis, on va avoir une crosse M4 fixe, donc on n'aura pas de système rabattable. Une crosse de chez G&G avec une plaque de couche caoutchouc qui fait vraiment très sympa. Des marquages G&G. On a des crans bien marqués et surtout, on a une sécurité très costaud qui fait qu'ensuite, plus rien ne bouge. Souvent, ça brinque-balle un peu. Là, c'est vraiment super costaud, super solide. Donc, un effet général vraiment très très sympa pour cette réplique. Vous voyez, vraiment, on est sur un truc, une fois que c'est verrouillé, on est bien, quoi. Quelques chiffres pour cette RK74 CQB. On la trouve aux alentours de 340 €. Elle fait 690 mm dans sa taille la plus compacte et jusqu'à 780 mm. Son poids, vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure, 2,760 kg, puisque le corps est essentiellement en aluminium. Le canon interne fait 223 mm. Bien, et je peux évidemment préciser au passage que la gearbox n'est pas QD. Sur ces répliques, nous avons un système ETU, c'est-à-dire un contacteur électronique au niveau de la gâchette qui est couplé à un MOSFET réglable. Ce MOSFET, en dehors du fait qu'il va permettre de protéger l'électronique et de gérer le mieux possible les cycles, eh bien, va être réglable par l'ETU. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient couplés. Vous allez pouvoir transformer votre position full en position burst de 3. C'est très facile. Vous allez sous tension, c'est-à-dire batterie engagée. Vous positionnez en semi, vous tirez une fois, vous laissez la queue de détente engagée et vous attendez 10 secondes. Au bout de 10 secondes, vous remontez en safe, vous descendez en full et là vous êtes passé en burst de 3. Quand vous voulez repasser au cycle habituel, vous redescendez en semi, vous laissez appuyer le contacteur, ça tire une fois, vous ne bougez plus et vous laissez la queue de détente enfoncée. Vous attendez 10 secondes, vous repassez en safe, repassez bien en safe à chaque fois, puis vous redescendez en full et là vous êtes revenu en full auto, d'accord? Donc ça, l'interne, très sympa. On va avoir une gearbox renforcée. Vous allez pouvoir utiliser des LiPo en 11.1 sans souci dans ce genre de matériel. Et on va avoir là, ici, la batterie qui se loge sous le top cover. Je précise parce que ça n'est pas le cas sur l'autre réplique. La place sous le top cover est assez réduite. Moi, j'ai mis à l'intérieur une Energy Airsoft parce que les grands sticks de chez ATM ne tenaient pas. Donc faites attention, si vous avez des sticks de taille importante, ça va être compliqué sous le top cover. Mais la problématique de gestion des batteries sur ces deux répliques est plutôt récurrente et pire sur l'autre réplique. Alors, pour vous faire écouter un petit peu le bruit de la machine, mais sans faire plus de détails que ça, moi j'aime beaucoup le son relativement sourd. Il y a vraiment un son très très sourd, très agréable, une très très belle étanchéité. On n'a pas un niveau de cycle très très élevé, mais ça j'en parlerai sur la question du stress test. Je vous donnerai tout à l'heure ce que ça donne au chrony et ce que ça donne sur les tests de tir.
D'accord? Bien. Alors, on va passer maintenant à la RK74T. La RK74T, on va aller beaucoup plus vite. Ça n'est pas celle que je préfère. Pourquoi? Parce qu'on a une vraie canne à pêche. Vous voyez, là, elle est relativement bien positionnée pour mon ergonomie. Et on va avoir quelque chose de très très long. Vous voyez l'amplitude entre les deux objets. Voilà, ici. Vous voyez le différentiel, c'est énorme, énorme. Donc là, c'est pour les amoureux de la pêche au gros. Et ou bien simplement des répliques très très longues, hein. J'en ai d'autres sur le mur, mais vraiment je trouve ça très très compliqué. Donc là en CQB, je peux vous dire que ça va pas aller comme il faut. On est sur une réplique que Tchanov a très peu modifiée. Il a rajouté là sur le côté un petit rail Keymode. Il a positionné une poignée parce que là vraiment c'était nécessaire pour soutenir cette réplique. Il a mis des protections sur les rails Picatinny sur le côté. Il a rajouté ici un attache Keymode aussi pour positionner une sangle à l'ancienne. Et par contre il a maintenu, vous voyez là ici, l'anneau de sangle à l'arrière. Vous desserrez légèrement la bague de réglage et d'attache de la Cross M4. Vous faites tourner la sangle et vous la passez à droite ou à gauche. Ça, c'est plutôt bien pensé. Je vais passer beaucoup plus vite sur le tour de la réplique puisqu'on est dans le même état d'esprit pour cette réplique G&G. En gros, c'est un externe qui va être au top, poussé au maximum. On va avoir un cache-flamme de type AK-74, classique. Voilà, ici. Dont il faut préciser qu'il est en acier. On va avoir aussi une tige de nettoyage qui sera en acier aussi, qui va permettre de tutorer ce long canon en aluminium. On va avoir un upper et un lower dans le même état d'esprit que la RK74 CQB, c'est-à-dire du Picatinny au-dessus, en dessous et du Keymode sur les côtés. On va retrouver le levier ambidextre, le capot avec ouverture par charnière. On n'aura pas non plus de rail latéral. On va avoir le levier de dégagement du chargeur ambidextre, le X47 au niveau du sélecteur, le rail Picatinny au-dessus. Et cette fois, eh bien, on va avoir une crosse qui va être rabattable. Donc vous la poussez vers le haut, tac, et vous pouvez la rabattre. Au moins, ça c'est très bien vu. Sur le rangement, vous allez pouvoir quand même la compacter pour l'emmener dans une valise moyenne. Pour repasser dans l'autre sens, c'est pareil. On contraint la charnière vers le haut et on rabat la crosse. On a une crosse qui fait moins aboutie. On n'a pas de système de contrainte et de verrouillage. Mais on va avoir des réglages qui sont vraiment aussi bien nets et une plaque de couche en caoutchouc. On est aussi sur un joli produit. Quelques chiffres, on la trouve aux alentours de 310 €. Elle fait un poids de 3 kg 320, sa longueur c'est 940 mm, vous voyez, on s'approche du mètre. Le canon interne fait 463 mm en 6,03. On a toujours bien sûr le chargeur de 115 coups et puis on a à l'intérieur le système ETU MOSFET dont j'ai parlé la dernière fois. Si maintenant on parle des points négatifs qui sont communs à ces deux répliques, ça va être d'abord les chargeurs. Les chargeurs sont propriétaires. Rien n'est compatible avec les AK G&G à part les chargeurs G&G. Déjà, ça c'est une démarche commerciale personnellement que j'apprécie pas du tout. Ça veut dire que tu es obligé de te racheter une série de chargeurs de chez GG. En plus, ils sont un petit peu particuliers. Tchanov, lui, préfère ce modèle-ci transparent. Mais dans les deux cas, j'ai cassé le follower du deuxième chargeur. Je l'ai montré, j'ai appuyé dessus et je l'ai cassé. Donc là, sur le chargeur qu'il a racheté en plus, le follower est cassé. Désolé Tchanov, va falloir qu'on voit comment on s'arrange. Et sur le chargeur d'origine, bêtement, je l'ai engagé, je ne connaissais pas en fait, j'ai fait comme avec un Arcturus classique, j'avais pas besoin avec un Arcturus de rentrer la tétine ou de mettre des billes pour engager, je ne le savais pas, et j'ai cassé le follower, il s'est bloqué à l'intérieur. Donc, je fais un test en studio, deux chargeurs HS, je peux plus utiliser mes répliques. Bon, ça c'est quand même pas terrible. Des chargeurs qui sont fragiles comme cela, avec des followers qui cassent comme des brindilles sèches, moi j'ai besoin de pouvoir utiliser d'autres chargeurs. Hieronyme, qui possédait une RK74 CQB, lui, avait retiré le bloc ponté, ici, donc toute cette partie-là, ici. Il a adapté un bloc ponté d'une AK Cyma, et ensuite, sans souci, il pouvait adapter du chargeur Cyma et du chargeur d'ID Arcturus. Donc ça, c'était très très bien vu. Pour les propriétaires de G&G qui ne le savent pas,
ayez ça en tête, vous n'êtes pas condamné à utiliser du chargeur propriétaire. Et moi j'ai toujours ce souci de, on a les mêmes batteries pour toutes les répliques, on a les mêmes chargeurs pour toutes les répliques. À chaque fois que ça devient spécifique à chaque réplique, moi ça me pose souci. Deuxième chose qui est problématique, c'est le fait que les gearbox ne sont pas QD. On a quand même une réplique à 340 €, une à 310 €, dans les deux cas on est à plus de 300 €. On est dans l'environnement des LCT, des EL, vraiment des marques qui se disent haut de gamme. Eh ben là non plus on n'a pas de gearbox QD et on va en parler avec le stress test de la RK74 CQB, et ben ça va poser problème. D'accord? Donc pas de gearbox QD, plus de 300 € pour moi c'est rédhibitoire. Voilà, moi je me pose déjà plus la question, je n'achète pas neuf ce genre de réplique avec ce niveau de vétusté. Pour moi ça vient de la vétusté quand on n'a pas une gearbox QD. Troisième chose, eh bien on va avoir ce levier ambidextre. Moi je n'aime pas quand on peut se faire mal. Je porte régulièrement moi un Smerch, donc je suis assez exposé devant. Si je chute sur ma réplique, je risque de me faire extrêmement mal avec ce levier d'armement qui est contre moi. D'accord? Celui, et pour les gauchers, c'est encore pire, puisqu'il est beaucoup plus protubérant. Il fait presque un demi-centimètre de plus sur la partie droite. Donc je vous dis pas, si vous tombez sur ce genre de choses, c'est un coup à vous péter une côte. C'est pas le but, encore une fois, on n'est pas militaire, on est là pour se faire plaisir, on n'est pas censé se blesser en partie. Hieronyme, lui, l'avait scié de son côté. Voilà, côté gauche, il l'avait scié et il a été bien inspiré puisqu'il avait fait une lourde chute sur sa réplique lorsqu'on avait joué à la Chacal et ça l'a certainement dispensé d'avoir des blessures supplémentaires. Il s'était déjà bien fait mal ce jour-là. Les points communs dans les deux cas. On a des corps qui sont très bien finis, très fournis, très ergonomiques. Donc là, la ligne commerciale, c'est-à-dire un externe de qualité, un interne de qualité et une réplique extrêmement opérationnelle, je trouve que sur les deux répliques, c'est bien réussi. Point positif en commun dans les deux cas aussi, le système ETU plus MOSFET couplé eh bien, est très efficace et fiable, puisque dans les deux cas, et même après le stress test, on en parlera tout à l'heure, les répliques fonctionnent extrêmement bien. On a beaucoup de réactivité, on a quelque chose qui est extrêmement stable et qui va vous permettre des passages en burst, même sur le terrain, quand vous voulez vous adapter à la situation. Les points négatifs spécifiques maintenant. Pour moi, la RK74 CQB est quasiment parfaite. Je vois quasiment aucune faute de goût en externe. L'interne m'a vraiment convaincu. On va être sur un tout petit détail. Je trouve qu'alors qu'on a une gearbox avec un câblage arrière et qu'on est censé poser la batterie sous le top cover, on a quand même vraiment pas beaucoup de place. J'ai pas le même avis sur la grande en fait. Là, on va avoir un positionnement de la batterie à l'avant. D'accord? Vous allez soulever le upper, éventuellement virer l'adaptateur. Et là, ici, alors elle est là, c'est Chanov qui nous l'a mis en DIN, mais elle est en mini Tamiya normalement. Et là, on va avoir quand même une place relativement limitée. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser des Nunchuk en 11.1 de chez ATM dans mon VSS Vintorez. Alors, on réussit à le faire rentrer un peu au chausse-pied, sans garder l'adaptateur, etc. Mais je trouve ça dommage. Je comprends pas pourquoi ils m'ont câblé cette gearbox vers l'avant, alors qu'il y a un top cover qui s'ouvre, il y a de la place derrière. Je comprends pas ce qu'ils ont fait. Ça, je comprends pas du tout. Alors, c'est efficace, on dévisse, on revisse, c'est plutôt opérationnel, mais je comprends quand même pas le truc. Deuxième chose, je comprends pas le cache-flamme, faute de goût total. Ça veut dire qu'on est sur une réplique qui est complètement customisée. Il nous laisse le cache-flamme d'AK74 à l'ancienne en mode old school. En plus, il est en acier, donc il finit de déséquilibrer la réplique vers l'avant. Ça, je comprends pas du tout. Voilà. Donc, vraiment, la version longue a beaucoup moins mon affection. Sur la question maintenant du stress test. Cette RK74 CQB a un corps en aluminium, on en a parlé tout à l'heure. Ce corps en aluminium n'a quasiment pas bougé. Vous imaginez 30 parties, il y a de toutes petites traces ici à l'arrière, ici, là, ici. Et on va avoir, si je ne fais pas tomber la boîte, franchement, mais rien, même pas sur les rails Picatinny. Et ici, là, ici, bien sûr, la trace classique au niveau du sélecteur de tir. La réplique est magnifique, en parfait état. Donc l'externe, vous pouvez y aller les yeux fermés. 2 ans, le gars il joue avec de manière intense, ça n'a pas bougé. Donc il y a un vrai investissement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un corps en alu, il se patine pas pour moi. Il se griffe, il s'entache. À un moment donné, on fait des reprises au Posca ou au marqueur. Au bout d'un moment, c'est tellement la cata qu'on fait un paint job. Puis après, ça devient très très compliqué, quoi. Il n'y a rien qui bouge. Ça veut dire que l'alu n'a pas du tout travaillé. On est vraiment sur quelque chose. On est sur un bel objet d'occasion. C'est une vraie réplique dans laquelle moi j'investirais, mais en occasion.
certainement pas à 340 € neuve, et je vous dirai pourquoi juste après. Sur la question de l'interne, là, il y a des petites choses à dire. La première, c'est que j'ai une réplique qui est censée être à 350 fps, elle passe au chronie au pop à 0 à la 0.20 à 298, à peine 300 fps. Bah oui. Comme il n'y a pas de système de détente du ressort, comme on peut le retrouver sur certaines gearbox d'une autre marque, eh bien le ressort a perdu en efficacité, il s'est tassé, et là maintenant il va falloir le changer. Si on veut la jouer et en forêt et en CQB, là on a à peine 50 mètres à la 0.25. J'ai trouvé aussi que le joint, après 2 ans, était bon à changer. Mais là, si effectivement il a tiré des milliers de billes sur ces 30 parties, on peut comprendre qu'il faille changer le joint. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, au bout de 2 ans, un ressort, mais comme tu n'as pas de gearbox QD, il va falloir ouvrir la gearbox. Le système ETU et le système MOSFET marchent parfaitement. C'est tout à fait fiable. J'ai fait les différents changements de programmation. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de fiabilité au niveau de l'électronique, alors qu'il est vraiment full stock. Il l'a joué vraiment pendant 2 ans sorti de boîte, donc il n'a rien retouché. Il n'a même pas recablé. Il la joue en mini Tamiya. Il pourrait même gagner en réactivité en passant en DIN. Donc vraiment un très très bel objet qui a bien résisté. Franchement, est-ce que j'achèterais GG 9? Non. Non, j'achèterais pas GG 9. Pourquoi? Parce que pour moi, on est dans la même ligne commerciale qu'Arcturus. Voilà. On est sur des externes qui sont de type custom. On a des prétentions sur le prêt à jouer, entre guillemets, pour des joueurs exigeants. Oui, mais il y a des problèmes de prix. Là, j'ai repris les prix de chez Arcturus. La grande de chez GG, là, elle est à plus de 300 €, aux alentours de 310 €. On retrouve quand même la K12 de chez Arcturus à 294 €. C'est quand même la K12, d'accord? On a l'ATK 04 qui va être l'équivalent à peu près de celle-ci, c'est-à-dire une espèce d'AK 74 modifiée. Elle est à 245 €, donc à 60 € de moins. On va avoir l'équivalent d'une 105, l'ATK 05 à 245 €. On va avoir l'ATK 06, c'est-à-dire la petite mienne, qui est l'équivalent de la RK 74 CQB à 292 €, et la TK01 à 245 €. Donc on est sur des répliques par rapport à celle-ci là, qui sont 100 € moins chères. 100 € moins cher. On va me dire, oui, mais c'est le différentiel avec le TU et le MOSFET. Ah, 100 € quand même, 100 €. Et en contrepartie, ici, il n'y a pas de gearbox QD. C'est le cas sur Arcturus. On n'a pas de système de détente du ressort. On l'a sur Arcturus. Et sur Arcturus, le corps est en acier, alors que là, moi, je vais craindre une forme de vétusté, de dégradation de la peinture. Je vais attendre la patine d'une Arcturus. Moi, quand je dois acheter en occasion une LCT, une EL ou une Arcturus, et que je suis sur le corps de la réplique, plus le corps aura été patiné naturellement, pas artificiellement, et plus pour moi, c'est un gage de valeur. C'est pas le cas sur les répliques en aluminium. Bref. Donc, est-ce que moi, j'achèterais du Guigui neuf? Non, c'est trop cher. Est-ce que j'achèterais du Guigui qui a 2 ans à un gars qui me ferait un bon prix? Oui, franchement, quand je vois à quel point ça résiste au bout de 2 ans, moi j'aurais pas de souci pour le changement de ressort et le changement de joint, donc je m'en fais pas pour ça, et je lui trouve une très très belle résistance. Donc à la question, est-ce que moi j'achèterais GG 9? Certainement pas. 9, sur la même ligne commerciale, moi je prends Arcturus. Il y a tout ce que je veux, dans toutes les tailles possibles, et avec de la modernité, de la résistance et du look. Donc je prendrai pas GG. Trop cher, entre 50 € et 100 € trop cher en fonction des modèles. Est-ce que j'achèterais celle-ci, la RK74 CQB à Tchanov? Ça dépend du prix qu'il me fait. Parce que quand je vois effectivement à quel point c'est en bon état après 2 ans, je pense qu'on peut faire confiance à la fiabilité de cette marque. Neuf, non. D'occasion, ça dépend le prix. Mais oui, on arrive à la fin de cette revue. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, vous mettez un pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, un pouce vers le bas, puis vous nous expliquez. On est tous là pour enrichir la communauté. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour notre association, que nous puissions être le plus connus possible, pour que je puisse emprunter du matériel et le partager avec vous. C'est comme ça que cela fonctionne. Sinon, la chaîne va s'épuiser, faute de pouvoir vous présenter du matériel et de renouveler sans cesse mes propositions. Le mois de mai s'approche. On a quand même des promesses du gouvernement de nous déconfiner et de nous laisser repratiquer un certain nombre de choses. Je compte vraiment là-dessus. Moi, je piaffe d'impatience et notre équipe piaffe aussi d'impatience. Vous avez peut-être remarqué qu'on s'est fait faire des t-shirts, des sweats qu'on apprécie beaucoup. Voilà. Donc pour une fois, j'étais pas en tenue d'airsofter, mais je me suis permis de mettre le sweat. Dites-moi si ça vous plaît.
Voilà, je pense que je vais même le porter au boulot. Ce sera mon petit joke à moi et de me dire que je suis dans ma tenue avec l'écusson de la Bradva. Écoutez, on n'oublie pas, hein, on pratique un loisir, ça rime avec plaisir, on se prend pas la tête et on se retrouve très bientôt pour échanger de la bille. Allez, au revoir.